Ils sont 11 millions en France à accompagner au quotidien un proche en situation de dépendance en raison de son âge, d'une maladie ou d'un handicap. J'aide, c'est le podcast qui donne la parole trop souvent niée aux aidantes et aux aidants. Plusieurs thématiques sont abordées, leur parcours, les difficultés traversées, mais aussi les solutions qu'ils ont trouvées pour mener de front leur vie personnelle, professionnelle et leur vie d'aidant. J'aide, c'est le podcast produit par le collectif Je t'aide, l'association qui porte la voix des aidantes et des aidants. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Laure. Dans cet épisode, elle nous racontera son parcours de jeune aidante, puis d'aidante adulte de sa mère atteinte de troubles psychiques. Elle nous parlera aussi de la manière dont cette expérience a influencé sa vie et ses projets. Alors actuellement, je reste l'aidante en deuxième ligne de ma mère. Deuxième ligne, pourquoi? Ma mère souffre d'un handicap psychique depuis une vingtaine d'années maintenant. Et depuis 5 ans, j'avais entrepris une démarche pour qu'elle bénéficie d'une curatelle, ce qui est le cas. Donc désormais, en première ligne, il y a un curateur qui est donc à disposition pour elle au quotidien et surtout pour tout ce qui est administratif et financier. Et depuis quand êtes-vous aidante? Alors, ça a commencé quand j'étais adolescente. Je pense que c'est le moment où ma mère a décompensé. J'avais environ 15-16 ans. Mais évidemment, c'est pas à ce moment-là que j'ai identifié ce qu'était ce rôle. À ce moment-là, pour moi, il s'agissait juste de pouvoir garder un semblant de quotidien à peu près normal pour mon frère plus jeune et moi. Et, et de surtout essayer aussi de raisonner ma mère selon ce qu'elle pouvait demander ou interdire. Qu'est-ce que vous voulez dire par décompenser? C'est-à-dire, je pense qu'à un moment, ma mère a perdu pied par rapport à notre réalité commune, puisqu'elle était convaincue, pour être très très concrète, hein, elle était convaincue qu'il y avait des micros installés à la maison, qu'on était observés, qu'on nous voulait du mal, et que du coup, son discours, ses attitudes, ce qu'elle exigeait de nous, ses enfants, était dicté par toute cette conviction déraisonnable, et que forcément ça venait teinter toutes nos journées, tout notre quotidien et modifier notre rapport au monde. Comment est-ce que vous avez réalisé que vous étiez aidante? Alors en fait, c'est plutôt à l'âge adulte, enfin c'est-à-dire quand j'ai eu 18 ans et que je suis rentrée à la fac, où là j'ai vu une annonce permettant aux étudiants de pouvoir avoir un entretien avec un psychologue ou un psychanalyste. Et j'avoue que j'ai pas trop réfléchi, mais je savais que j'avais besoin de parler de ce que je vivais. Et donc je suis allée voir, voilà, en l'occurrence c'est un psychanalyste. Et c'est en fait pendant les entretiens, les différentes séances au fur et à mesure de ce que je pouvais raconter de mon quotidien et de mon passé, que ce professionnel, en fait, a mis des mots sur ce que moi je ne connaissais pas comme ça, en tout cas pas sous ce regard. Et en mettant des mots, du coup, il m'a renvoyé effectivement ma place d'aidante pour ma mère. Qu'est-ce que cela vous a fait quand vous avez réalisé que vous étiez aidante? Tout d'abord, c'est un choc parce que, c'est rentrer dans une catégorie voilà, c'est sortir un peu de la norme générale. Moi, quand ça a commencé pour ma mère, j'étais adolescente, donc c'est plutôt une époque, où en fait, je voulais être comme tout le monde, mais je savais bien que c'était pas tout à fait le cas, enfin pas du tout même. Et que tout à coup avoir, un mot aussi sur ce que je vivais, c'était à la fois rassurant parce que ça voulait dire que c'est pas moi qui étais folle, pour le dire simplement, et que du coup, il y avait une vraie réalité, une vraie maladie, et que, je ne faisais que réagir par rapport à cette réalité. Mais c'était aussi difficile tout à coup de découvrir que je rentrais dans une catégorie de personnes qui vivaient donc des situations comme cela, où on prend soin d'un proche, parce que tout à coup, ça m'a donné la mesure aussi, d'un poids, d'une responsabilité. Voilà, de tout à coup réaliser qu'en fait, ma mère pourrait pas s'auto-gérer seule, et que ça allait être pour la vie, qu'elle aurait besoin d'aide. Et ça, c'était, comme je le disais, c'était, pour moi très dur à entendre et à accepter, parce que moi, je commençais ma vie, de jeune adulte, et que du coup, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais pas réussir à pouvoir faire les 2, à pouvoir vivre pour moi et continuer d'être là pour elle tout le temps.
Alors déjà, toujours ce sentiment de ne pas être comme les autres, mais ça, je pense que ça fait partie de l'évolution de l'âge de l'enfance et puis de l'adolescence. Mais au-delà de ça, c'était aussi que j'ai développé, alors c'est plus tard hein, que je me suis rendu compte de ça, hein, mais j'ai développé une capacité à pouvoir travestir la réalité. Quand j'étais invitée chez des copains ou quand ils demandaient à venir chez moi, je trouvais toujours des raisons, des prétextes, enfin des mensonges hein, aussi, pour expliquer pourquoi c'était pas possible, pourquoi cette fois-là ça allait être différent, pourquoi j'étais pas libre, etc. J'avais aussi toujours le sentiment d'être, dans des préoccupations, qui étaient pas du tout celles de mes copains, de mes copines de l'époque. Donc c'est vrai que du coup, en fait, j'ai grandi, très tôt et très rapidement, je me suis sentie responsable de mon frère, je me suis sentie l'obligation d'être sérieuse et de réussir à l'école et d'être, lisse et exactement dans les cases où il fallait être pour pas trop attirer l'attention ni sur moi, ni sur, notre situation familiale, puisque, ma mère était divorcée, hein, donc on vivait, mon frère et moi exclusivement avec elle et pas avec notre père et du coup, c'est vrai que, moi, j'ai l'impression de pas vraiment avoir eu d'adolescence, hein, parce que moi, c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt vers 16 ans que j'ai constaté que ma mère, ça allait vraiment pas. Mais que du coup, à partir de ce moment-là, hem, le quotidien était rythmé uniquement par comment faire pour qu'elle fasse pas de bêtises, comment faire pour que, elle soit pas trop méchante avec nous dans ce qu'elle allait nous dire, voilà. Est-ce que vous avez pu avoir de l'aide de la part de l'administration ou du corps médical à l'époque? Non, parce que, déjà, comme je le disais, j'ai plutôt cherché à comment dire? Édulcorer la réalité, par rapport à l'extérieur, même auprès de ma famille. J'avais quand même des contacts avec mon père, mais je disais pas la réalité de ce qu'on vivait. Parce qu'en fait, j'avais peur qu'on soit séparés. J'avais quand même conscience qu'il y avait aussi cette possibilité. Et je voulais pas être séparée de mon frère ni de ma mère, hein, d'ailleurs, hein, parce que ma mère, je l'aime, quoi qu'elle ait vécu et qui qu'elle soit. Et même auprès de ma famille, mes tantes, mes cousins et cetera, pendant tout un temps, je disais pas la réalité et en fait, ils en ont pris la mesure petit à petit parce qu'eux aussi avaient des échanges, téléphoniques ou en venant chez nous, voir maman et ils se rendaient compte de plus en plus qu'il y avait des réponses, qui étaient pas, adaptées, mais ils n'ont pas osé bouger non plus. Je pense que chacun avait peur, d'être à l'initiative d'un changement dans le système, même si le système il dysfonctionnait complètement. Mais je pense que tout le monde avait peur. Donc, on n'a pas bougé. Puis, j'ai eu «la chance» entre guillemets, j'étais pas loin de ma majorité. Donc, je pense aussi que ma famille a cherché à gagner du temps. Voilà. Après l'enfance, quel impact cela a pu avoir sur votre vie? Ça a changé toute ma vie, moi, en fait, encore maintenant, dans le sens où, quand j'ai commencé des études de droit, et je savais pas, en fait, ce que je voulais faire comme métier. Enfin, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, puisque je me disais qu'il fallait que j'ai une vie, mais qu'avant d'avoir une vie, il fallait d'abord que je m'occupe de ma mère et de mon frère. Donc je voyais pas comment j'allais prendre les choses, enfin dans quel ordre, par où commencer et comment y arriver. En tout cas, j'ai commencé mes études de droit et assez rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un métier, hem, inconsciemment à ce moment-là, en tout cas, où j'allais aider les autres. C'est-à-dire que là où j'avais pas eu l'aide dont j'avais eu besoin, j'allais essayer de le proposer aux autres. J'avais pensé devenir psychologue à ce moment-là et puis finalement, je suis devenue avocate. Donc voilà, cette expérience d'aidance, clairement a dicté un choix professionnel et ça a été le cas, depuis puisqu'après, le métier d'avocate et ben, j'ai repris des études et je suis devenue psychologue, et j'exerce actuellement en maison de retraite et de la même façon, depuis 2 ans, en plus de cette activité de psychologue, je me suis aussi formée pour accompagner, des aidants familiaux ainsi que des aidants professionnels, donc des soignants, des aides à domicile, des travailleurs sociaux, pour en fait concilier cette, situation d'aidance avec une vie personnelle, épanouie. Donc du coup, toute cette expérience de vie,
que j'ai eu à l'adolescence a dicté tous mes choix professionnels. Et au-delà de ça, à titre personnel, l'impact, il est que, de toute façon, je reste la fille de ma mère et tant qu'elle sera vivante, je tiens à garder un lien avec elle parce que je l'aime, encore une fois, même si j'ai appris aussi à recréer une relation, qui me convient à moi et qui n'est pas forcément, celle de la norme. Quelle solution vous avez trouvée pour améliorer la situation? La première qui me vient à l'esprit, c'est de la distance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai été majeure, alors j'ai attendu que mon frère quitte en premier le domicile familial pour ensuite m'autoriser, moi, à pouvoir le faire. On a 3 ans de différence, hein, donc voilà, c'est pas un écart trop important et quand j'ai été sûre que mon frère n'était plus, voilà, sous la coupe au quotidien de notre mère, moi aussi j'ai pris un appartement. Alors je suis restée, on était parisiens, donc je suis restée vivre à Paris. Néanmoins, j'ai pris mon appartement sans donner mon adresse à ma mère, sans lui donner mon téléphone non plus. C'est-à-dire, j'ai eu besoin vraiment pendant un temps de couper, avec elle. Alors j'allais la voir chez elle, et du coup, je gardais un lien, mais en tout cas, je ne voulais plus qu'elle puisse avoir, une prise directe sur mon quotidien, parce que le problème, une fois qu'elle a les téléphones, c'est qu'elle appelle très souvent. En tout cas, à ce moment-là, elle appelait très souvent, mes tantes et cetera et je voulais pas être dans cette, je voulais pas subir, voilà, je voulais pas subir la relation avec elle. Donc très concrètement, ça a été, voilà, qu'elle n'ait pas accès à mes coordonnées. Elle ne savait pas non plus où je travaillais. Donc du coup, elle ne pouvait pas non plus venir sur mon lieu de travail, pour me rencontrer. Et puis voilà, ça a été à ce moment-là pour moi de rester surtout centrée sur moi et ma vie et de la laisser cette fois un peu en retrait, tout en sachant que, voilà, j'étais pas loin s'il y avait besoin. On habitait la même ville et je pouvais intervenir, en cas de besoin. Et ensuite, vous avez dit au tout début que vous avez pris des dents professionnelles, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, pareil dans ma recherche à moi de solutions, autant il y a eu ce premier temps, pas de téléphone, pas d'adresse et pas de savoir où je travaillais. Hem, Quelques années plus tard, en fait, j'ai fait le choix, de quitter carrément la région parisienne, et cette fois j'étais bien plus loin, puisque maintenant je vis à Nice. Et que cette fois, je pouvais plus intervenir concrètement s'il y avait un problème. Je pouvais plus être aussi réactive et que, l'âge venant pour ma mère, les choses se sont un petit peu compliquées aussi dans sa situation médicale et puis elle est restée dans son elle a toujours eu un refus, hein, de voir des médecins et d'être soignée pensant que tout allait très bien et qu'elle faisait exactement ce qu'il fallait donc voilà, ça on n'a pas eu le choix. En tout cas, on a fait le choix de pas la faire hospitaliser d'office. Puisqu'elle arrivait tant bien que mal, tant qu'elle travaillait, à avoir, à peu près quelques repères. Mais c'est vrai que quand j'ai quitté Paris, j'ai pensé que ça allait être plus compliqué, mais tout en me disant: «Ben, on tente», enfin je tente et en fait, ça a tenu 2-3 ans, ça fait 12 ans que je suis partie de Paris et hem et puis il y a eu un problème financier, c'est-à-dire qu'elle a fait une dépense, excessive dont j'ai jamais trop compris quel était l'objet puisqu'elle a refusé de me donner des infos. Mais en tout cas, elle m'a appelé un jour en me disant qu'elle avait besoin que je fasse un chèque, assez conséquent pour, solder une dette et qu'à partir de là, je me suis dit que c'était le moment de, voilà, de faire appel à un aidant professionnel, donc de solliciter la justice pour qu'effectivement elle bénéficie d'une mesure de protection juridique. À ce moment-là, est-ce que, cette décision a eu un impact sur votre relation, entre votre mère, votre famille, vous? Oui, tout à fait, déjà parce que, autant je savais intellectuellement que c'était la solution, puisque j'avais fait des études de droit, donc je connaissais et je comprenais, tout l'enjeu de la procédure et tout son intérêt surtout. Donc ça, je le savais intellectuellement. Autant il y a eu beaucoup de culpabilité de passer à l'action, à la fois parce que ma mère, quand, j'ai commencé à lui en parler, puisque je voulais faire les choses en toute, transparence, m'a dit qu'elle allait me renier et plus jamais m'aimer et plus jamais me voir et que du coup, voilà, elle perdait sa fille. Donc déjà, c'était,
difficile à entendre. Et puis la peur aussi parce que malgré tout, voilà, hein, il y a de l'amour, donc la peur qu'elle le mette à exécution et qu'effectivement, je me suis dit, ben, je prends le risque que peut-être on ne se parle plus, on ne se voit plus. Et culpabilité aussi par rapport à ma famille, puisque quand j'en ai parlé à mon frère ou à mes tantes, enfin bon, à notre entourage familial, les premières réactions, ça a plutôt été on va régler ça en famille, il n'y a pas besoin de faire appel à la justice. Enfin voilà, comme si il fallait garder ça pour nous. Et je savais que ce n'était pas la solution puisque depuis des années, on avait gardé ça pour nous et que la situation de ma mère s'était largement détériorée, hein, voilà, hein, toutes ces croyances, là, tous ces délires restaient très 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 actifs. Et que du coup, surtout, je me suis dit: «Il faut que» parce que moi, de mon côté, en ayant quitté Paris, bah, ensuite j'ai eu la chance de construire aussi ma famille avec un conjoint, un enfant et que là, du coup, j'ai pas hésité en me disant, finalement, malgré la culpabilité: «Il faut que je protège mon fils». C'est-à-dire qu'il n'était pas question que pour, je ne sais quel motif, à un moment, financièrement, je me retrouve tenue de rembourser les dettes de ma mère et que du coup je mette ma propre famille, mon mari et mon fils en difficulté. Donc voilà, il y a eu aussi ce travail alors moi j'ai la chance, hein, en tant que psychologue, je me fais accompagner très régulièrement, enfin tous les mois par un psychologue aussi. Donc du coup, voilà, j'ai pu avoir cette prise de recul pour me dire, je sais ce que je dois faire et malgré la peur et la culpabilité, je le fais et grand bien m'a pris puisqu'en fait, ça a été un petit peu compliqué, sur le plan émotionnel pour, l'audience. Ma mère a été entendue et j'ai tenu à être présente à l'audience pour en fait être face à elle et assumer le choix et finalement ça a été très, bizarrement, je pense que ça nous a rapprochés aussi elle a pu entendre parce que je lui ai dit aussi que je ne cessais pas de l'aimer et que ce choix d'une procédure, judiciaire, n'avait rien à voir avec l'affection que je lui porte. C'était 2 choses complètement différentes, heu et du coup, ça a donné aussi, je pense à la famille, le temps, de pouvoir, laisser les choses mûrir et une fois que la décision du juge est tombée, bah, finalement, ma mère a gardé un lien. Moi, j'ai continué, comme je le faisais jusqu'à présent, de l'appeler. Et c'est vrai que depuis que j'habite en province, elle a mon téléphone, mon adresse, puisque je sais qu'elle ne peut pas débarquer du jour au lendemain. Enfin, et encore que, bon, sait-on jamais, mais en tout cas, pour l'instant, ça s'est pas présenté. Et c'est vrai que finalement, bah, on a quand même gardé ce lien. Elle a quand même choisi de voilà, continuer à me garder dans sa vie. Quoi qu'elle ait pu dire au début quand j'ai engagé cette procédure. Aujourd'hui, quelle est la relation que vous avez avec votre mère, votre frère et le reste de votre famille? Alors avec ma mère, voilà, c'est beaucoup plus apaisé, à la fois parce qu'il y a la distance géographique et que moi je me sens moins menacée et que du coup, puisqu'elle a mes coordonnées, ben, elle appelle quand elle veut. Et réciproquement. Alors c'est vrai que, je ne montre pas souvent, enfin pas souvent, je sais pas ce qui est le souvent, mais en tout cas, je n'éprouve pas le besoin de la voir énormément sur une année. C'est plutôt de lui parler. Quand je suis en sa présence physiquement, c'est compliqué parce qu'il y a toujours les délires là qui arrivent et que ça, voilà, ça reste un truc que je n'apprécie pas du tout. Hem, Elle a un lien aussi avec mon fils, donc avec son petit-fils et ça pour moi c'était super important, voilà qu'ils puissent se parler au téléphone ou se voir, régulièrement. Donc elle fait partie de la famille et j'en parle à mon fils, et je lui en parle, alors avec les mots qu'il peut comprendre, hein, parce qu'il est jeune, il a 8 ans. Mais en tout cas, voilà, je lui ai toujours dit qu'il avait une mamie qui malheureusement avait une maladie qui faisait que c'était pas toujours facile pour elle, de pouvoir être dans les relations avec les autres. Et au-delà de ma mère, bah, c'est vrai que je pense que la relation est plus saine enfin saine, plus, apaisée aussi entre, les sœurs de ma mère et ma mère maintenant,
grâce à cette présence du curateur, puisque elle aussi se retrouve soulagée de prendre toute décision financière ou administrative, hein, ce qui donnait toujours lieu à beaucoup de conflits avec ma mère, et pour moi et pour mes tantes. Et que finalement, je pense que toute la famille, on en a tous bénéficié. Mon frère en premier, hein, mon frère vit toujours à Paris. Et lui aussi, évidemment, il peut se concentrer sur sa vie sans avoir peur que notre mère l'appelle parce qu'elle a besoin de je sais pas quelle aide. Et donc finalement, maintenant, voilà, on en est à 6 ans plus tard. Et je pense que chacun a été gagnant de pouvoir se concentrer sur la relation, l'affection, et du coup se décharger de tout le reste qui pouvait être si source de conflit, quoi. Donc vraiment, maintenant, la relation, moi, je la trouve, elle me convient parfaitement. En fait, vraiment, je trouve que j'ai trouvé comment me ménager moi, poser mes limites, et pour autant entretenir cette relation d'amour, hein, parce que c'est vraiment ça, mais en tenant compte voilà, des difficultés aussi que, que vit ma mère. Il y a aussi une question que je vais vous poser et dont vous avez parlé au moment du dernier échange qu'on avait Oui. eu. Vous avez dit que votre mère n'avait pas été diagnostiquée. Est-ce que cela a compliqué les choses? Est-ce que ça a eu un impact sur cette situation? Oui, bien sûr. Le premier impact, je pense que c'est que au niveau de l'absence de traitement, pour elle, elle s'est isolée, hein. C'est-à-dire que pendant un temps, ma mère avait des amis, son travail, nous, les enfants, et donc des liens avec les autres parents de nos copains. Et qu'à partir du moment où il y a eu la maladie, voilà, qui a pris le dessus pour elle, elle a eu de moins en moins de contact avec les parents de nos copains, puisque moi-même, je faisais tout pour éviter que les uns et les autres ne se rencontrent. Elle a eu moins de vie sociale et moins de contact aussi avec les collègues de son travail. Donc elle s'est de plus en plus isolée, repliée sur elle. De la même façon, les liens avec la famille, mes tantes se rendaient bien compte que parfois dans le discours, il y avait des choses un petit peu bizarres. Même si elles banalisaient un petit peu l'importance, mais du coup, là aussi, les relations sont un petit peu distanciées. On hésitait à inviter maman quand il y avait, je sais pas, des fêtes, des anniversaires, etc., en se demandant, mince, comment elle va être aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est sûr que s'il y avait eu un diagnostic plus tôt et un traitement accepté, hein, parce que c'était ça aussi l'enjeu, ça lui aurait probablement permis d'avoir une qualité de vie tout à fait différente et des relations peut-être plus importantes en nombre, mais surtout en qualité. Et puis le fait de ne pas avoir été diagnostiqué a un impact sur sa santé, son corps. C'est-à-dire que ma mère fait partie des personnes qui estiment avoir compris comment se soigner quand elle a un problème, et donc elle s'invente tout un tas de thérapeutiques en mélangeant différents produits, ce qui parfois voilà, lui a causé plus de problèmes que de bénéfices, et refusant là aussi d'être suivie même par un médecin traitant, donc elle voit aucun médecin. Alors le curateur depuis 2 ans a réussi à ce qu'elle aille de temps en temps, enfin une fois par an, c'est pas de temps en temps, c'est une fois par an, faire un bilan, ce qui est déjà grand pas, sachant que ça fait 2 ans qu'il a réussi ça. Donc c'est sûr que c'est une prouesse, parce que pendant du coup, ça veut dire que ma mère pendant 70 ans n'aura quasiment pas eu de suivi médical. Et l'impact aussi, c'est que maintenant qu'elle est à la retraite, sans traitement toujours, puisqu'elle refuse toujours de voir un psychiatre, ça veut dire que désormais, elle vit recluse, enfermée chez elle. Voilà, et elle ne voit personne. Elle sort faire ses courses une fois par semaine, et sa vie se réduit à ça, avec la visite aussi du curateur, une fois par semaine, qui vient lui apporter l'argent dont elle a besoin pour ses courses. Et c'est tout. Donc c'est vrai que quand j'y réfléchis de temps en temps, je trouve ça très triste que du coup son refus, hein, parce que c'est elle qui a refusé toujours de voir un médecin, l'aura enfermée quasiment, j'allais dire, elle est confinée avant l'heure, ma mère, hein, mais elle le vit pas mal, hein, c'est toute la difficulté
Et c'est pour ça qu'en tout cas, on veut pas être plus intrusif, c'est que finalement, elle le vit bien dans sa bulle, là. Elle ne dit pas être en souffrance, ni sur le plan relationnel, ni sur le plan physique. Donc, bon. Mais c'est certain que voilà, s'il y avait eu un diagnostic plus tôt, je pense que toute sa vie, la sienne et puis la nôtre, aurait été bien différente. Je voulais savoir si vous aviez des projets futurs. Alors des projets, bah, déjà de vivre, ma vie perso parce que voilà, ça c'est, je trouve que quand on aide, on peut avoir souvent du mal à s'autoriser à vivre pour soi. Donc en tout cas, c'est ma priorité chaque jour, tout en pensant aux autres puisque je reste dans des activités professionnelles de toute façon tournées vers l'humain et vers l'humain surtout en difficulté. Là, mon projet pour cette année 2022, concrètement, bah, je vais arrêter d'intervenir à la maison de retraite. Ça fait 12 ans que je fais cette activité et que, voilà, accompagner la fin de vie, est quelque chose que j'ai envie de laisser de côté pour le moment, et de plutôt me centrer sur les projets, accompagner sur les projets. Donc du coup, mon activité là, mon choix pour 2022, c'est bah voilà, d'accompagner encore plus d'aidants familiaux et d'aidants professionnels à pouvoir justement concilier et ce choix d'aider et leur vie perso. Et comme j'accompagne justement en ligne, en téléconsultation, bah voilà, du coup, j'aurai beaucoup plus de temps pour me consacrer à une mission qui fait sens pour moi. On peut passer d'une situation d'aide subie vers une aide choisie, et qu'on a aussi le droit de faire le choix de ne pas aider. Même si on est de la même famille, j'entends souvent moi des familles me dire bah, j'ai pas le choix. Je me dis que si, on a le choix. La société parfois laisse entendre que parce qu'on est de la même famille, on doit s'entraider. Bah non, du tout. Ça n'a rien d'obligatoire, enfin à part sur le plan juridique selon les liens, mais au-delà de ça, sur le plan affectif, on peut se retrouver dans une situation d'aidance parce que les hasards de la vie, un accident de la vie ont précipité la dépendance d'un proche. Mais on n'est pas obligé de rester dans cette aide qu'on apporte. Si c'est trop lourd pour soi, quoi que ça puisse engendrer en termes d'émotions au début, je pense à la peur, de pouvoir s'autoriser à déléguer, parce que parfois c'est vraiment la réponse qui peut être la plus pertinente. Donc voilà. Cet épisode est terminé. Vous pouvez retrouver notre podcast sur notre site internet associationjet'aide.org et sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt sur GED.